on le laisse au milieu. Je remercie d'abord Fethi Benslama et le CERT d'avoir accepté ma communication. En décembre 2014, au Musée de l'Histoire allemande à Berlin, j'ai visité une exposition intitulée « RAF, violence terroriste » qui était consacrée à la bande Abadher. On y voyait notamment la moto Suzuki rouge d'où avaient été tirées les balles qui ont abattu le procureur Boubac en 1977. Des affiches de style Wanted avec tous les membres recherchés de la bande Abadher, dont certains déjà capturés étaient barrés d'une croix sinistre. Des photos de la prison de Stammheim où Bader Meinhof et quelques autres se sont suicidés. Et les portraits détaillés des victimes. Mais il n'y avait rien sur les terroristes eux-mêmes. Que lui est-il arrivé, me suis-je demandé, en voyant un petit film amateur montrant le visage enjoué d'Andreas Bader en train de se livrer à une sorte de théâtre de rue lors d'une manifestation. L'exposition avait d'ailleurs suscité une controverse à cause de son parti pris de ne rien dire de l'histoire et du trajet personnel des terroristes. Pourquoi se priver d'un moyen précieux d'étude, ont remarqué certains critiques. Ne peut-on enfin regarder certaines choses en face ? Depuis la parution en 1985 de La destruction des Juifs d'Europe de Raoul Hilberg, on sait bien que l'étude des agents, des bourreaux, nous a livré un savoir irremplaçable. Cette exposition m'a décidé à lire des autobiographies de terroristes. J'ai commencé par celle d'Anna Laura Braghetti, la seule femme qui faisait partie du commando qui a séquestré puis assassiné Aldo Moro en 1978 et qui raconte ses souvenirs d'enfance et d'adolescence. 15 jours après mon voyage à Berlin, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher nous ont frappés d'horreur et la même controverse lancinante en Allemagne a évidemment fait surface en France avec l'idée que chercher à comprendre serait déjà une forme de quasi-complicité avec les assassins. Cette idée révoltante pousse à la censure et à l'ignorance. J'ai donc continué à lire des autobiographies de terroristes du XXe siècle, de diverses époques et lieux, en contrepoint de mes rencontres avec des djihadistes dans une unité hospitalière spécialement aménagée, UHSA, du nord de la France. Il y avait déjà, certes, d'excellentes études sociologiques, politiques et psychologiques, mais il nous manquait encore une clinique du terrorisme. Cette situation a d'ailleurs évolué, comme l'a dit Fethi Benslama tout à l'heure, grâce aux travaux du CERT notamment. Donc il nous manquait de véritables études de cas qui explorent pourquoi, dans des conditions socio-historiques et politiques identiques, seuls certains, heureusement peu nombreux, passent à l'acte, au contraire du plus grand nombre. Qu'est-ce qui les distingue ? Un psychanalyste ne croit pas au profil type, car il travaille sur des cas individuels, toujours singuliers, et n'en tire éventuellement des hypothèses sérielles que par induction. Ma recherche, qui aboutit à un livre « Terroristes, les raisons intimes d'un fléau global » qui vient de paraître chez Fayard, ne se proposait donc pas d'établir une typologie de profil psychologique des extrémistes, ni de discuter dans quelle proportion ils seraient ou non dérangés d'un point de vue psychiatrique, ce qui exigerait d'ailleurs des données fiables dont, on l'a déjà dit tout à l'heure, on ne dispose pas. Il ne s'agissait pas non plus d'échafauder une théorie unifiée du terrorisme à partir de mes propres intuitions psychopathologiques et spéculations préalables. Mon idée est en revanche que le trajet d'un individu, étudié précisément à partir de ses propres mots, en prenant en compte, comme on le fait dans une psychanalyse, ce qu'il dit souvent sans se rendre compte qu'il le dit, peut être paradigmatique et éclairer à lui seul bien des causes du terrorisme. Cette méthode relève de la psychanalyse appliquée, qui a gagné ses lettres de noblesse depuis Freud. Or, si c'est rarement le cas aujourd'hui, jusqu'au XXe siècle, de nombreux extrémistes écrivaient leurs mémoires, souvent en prison ou après leur sortie. Il n'est évidemment pas question de mettre sur le même plan un anarchiste du XIXe siècle, un terroriste du XXe et un djihadiste du XXIe. J'ai donc restitué à chaque fois le contexte précis où évoluaient ceux que je lisais, en m'appuyant sur des études d'historiens, de politologues et de sociologues, spécialistes des mouvements auxquels ils appartenaient, et sur des biographies quand il en existait. Il n'était évidemment pas question d'entreprendre une étude encyclopédique. À part les djihadistes qui visent un terrorisme mondialisé, je me suis limitée à des extrémistes qui attaquent les sociétés démocratiques dans lesquelles ils vivent. J'ai donc choisi des mémoires autobiographiques d'anarchistes français, anglais et italiens de la fin du XIXe siècle, puis sautant presque un siècle, des ouvrages écrits par des membres des Weathermen, un groupe révolutionnaire fondé en 1969 aux USA et peu connu en France,
et des récits des membres des Brigades rouges en Italie dans les années 70-80. En ce qui concerne les djihadistes contemporains, plus que sur la documentation disponible, souvent de seconde main, je me suis appuyée sur des entretiens que j'avais menés moi-même, notamment avec des personnes incarcérées, et sinon sur des témoignages écrits par les intéressés. En quoi lire et déchiffrer les autobiographies de terroristes du passé nous éclaire-t-il sur le présent ? Parce qu'on y retrouve des caractéristiques qu'on pourrait croire nouvelles chez les terroristes de notre époque et qui ne le sont nullement. Du coup, cela donne d'autres orientations nous sortant de ces binarismes, on l'a déjà dit, comme islamisation de la radicalité ou radicalisation de l'islamisme, qui ont hypnotisé la réflexion. On s'aperçoit aussi que des savants, psychiatres ou juristes, confrontés au terrorisme depuis le XIXe siècle, ont travaillé déjà à fond sur ces questions, remontant même aux martyrs des siècles passés. Du coup, le rôle différentiel controversé de la religion dans le terrorisme djihadiste est éclairé par la comparaison avec divers autres terrorismes. Je pense par exemple au psychiatre Emmanuel Régis, qui a écrit un livre notamment sur les régicides anarchistes. Parmi les questions que j'ai essayé de résoudre grâce aux cas présentés dans ce livre, il y a celle du mode d'entrée dans le terrorisme. S'agit-il d'un glissement progressif, comme on l'affirme souvent en prenant à la lettre ce que racontent les djihadistes, je l'ai moi-même constaté, ou d'un basculement qui survient à un moment précis, comme je l'ai observé? Et quelle est l'importance relative dans l'embrigadement extrémiste de l'idéologie et des choix personnels? Une clé me semble de distinguer le moment de l'entrée dans l'extrémisme et la décision de s'y engager. Or, celle-ci, cette décision, reste parfois à la limite de l'inconscient, s'enracinant dans un événement intime qu'on peut déchiffrer psychanalytiquement dans un entretien ou dans une autobiographie, mais qui échappe à un autre style d'approche. Le moment de l'entrée est, lui, plus facile à repérer. Il tient souvent à une rencontre, celle d'un endoctrineur, d'un amant, d'une amante, ou d'un ami ou d'une amie, à un incident ou un hasard qui, en établissant un lien avec l'événement intime décisif, précipite l'engagement terroriste, puis le passage à l'acte. J'ai ainsi cherché et décrit dans chaque cas le point d'articulation entre l'emprise de l'idéologie et ces événements intimes. Parmi ces événements intimes, qui sont évidemment de différentes sortes, je m'intéresserai aujourd'hui au rôle de certaines images souvent précoces. Comment opère en effet l'endoctrinement? Il use bien sûr de la voix, mais aussi, notamment dans le cas du djihadisme de Daesh, mais il faut noter que c'était déjà le cas chez les Brigades rouges, d'images ultra-violentes qui hypnotisent ces cibles, les clivant profondément entre l'attraction et l'horreur, un fonctionnement caractéristique de la perversion. Or, en étudiant des exemples précis, on s'aperçoit que la propagande fonctionne en télescopant ses contenus répulsifs avec des images anciennes gardées dans l'inconscient qui, à la faveur d'une occasion contingente, le moment de l'entrée, serviront de matrice à un futur déchaînement de violence. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, un premier exemple que je résume à partir de ma lecture de l'autobiographie de David Valla, condamné à la prison en 1997 après les attentats de 1995 du GIA à Paris et à Lyon, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. J'appellerai D le héros de l'autobiographie. Bouleversé par le film Nuit et brouillard, vu au collège, et notamment par les images des enfants juifs tatoués, D élabore un fantasme. Un enfant est martyrisé, ça c'est ma lecture, sur le modèle structural du célèbre Un enfant est battu de Freud, dans lequel il s'identifie inconsciemment à un tel enfant martyrisé. Il se convertit à 15 ans, apprend l'arabe, change de prénom et se livre à de la petite délinquance. Des contacts qui gravitent autour de la mosquée qu'il fréquente alors lui montrent des photos et des films d'enfants bosniaques blessés ou tués. Voici l'entrée en jeu de la propagande. C'est un déclic, et il décide de partir en Bosnie. Puis, comme tout ne se passe pas comme il le voulait, il se rend finalement en Afghanistan. Il devient alors un candidat au martyre, la seule chose qui guérit selon lui de la peur de la mort. Il est clair que l'endoctrinement est rendu efficace par la connexion des images d'enfants bosniaques actuels avec celles des enfants juifs de Nuit et brouillard, renvoyant à son fantasme un enfant est martyrisé. Or, ce fantasme a pour soubassement les non-dits de la mère de D. En effet, idéalisant son propre père, qui était un combattant communiste dont elle parlait sans cesse à l'enfant, elle ne lui avait jamais dit que le père de D était un italo-juif, d'où le choix du prénom de D.
Ce sont des images en attente, comme celle de Nuit et brouillard, soutenues par un fantasme inconscient, qui ont amené D à répondre à l'interpellation par la propagande et à la reprendre à son compte de façon active. Voici un second exemple de ces images à partir du cas d'une jeune fille, Emna, âgée de 23 ans, que j'ai rencontrée à l'UHSA juste avant sa sortie de détention. Elle avait été accusée d'apologie du terrorisme car elle avait pris ouvertement la défense des attentats de 2015. Elle était une revenante de Syrie qui jouait un rôle de meneuse en prison. Mère de 2 enfants qu'elle avait eus respectivement à 15 ans et à 16 ans, elle s'était convertie à 14 ans à l'incitation de son époux Adel et avait modifié son prénom qui était auparavant Emma. Devenue salafiste, elle portait alors le voile intégral. Partie en Syrie avec son mari avant 2014, elle n'avait pas été inquiétée au retour. Plus tard, elle avait essayé d'y retourner pour le rejoindre, mais avait été arrêtée à la frontière. Presque toutes les nuits, Emna rêve de se faire exploser comme une kamikaze, surtout si elle a pensé à son époux dans la journée. Elle reste amoureusement fixée à son mari et en même temps se dit décidée à s'en séparer pour mener une vie normale. Ainsi, elle tient un discours de mère aimante et en même temps de possibles futurs terroristes kamikazes, comme si ces thèmes parallèles ne se contredisaient pas, ne se rencontraient même pas. S'il est clair que le début de son engagement djihadiste est lié à sa rencontre à l'adolescence d'Adel, alors déjà très compromis, les événements intimes qui sont pour Emna à la racine de sa future violence sont des souvenirs plus anciens. Dès l'âge de 6 ans, elle a commencé à souffrir de crises d'angoisse après que son père l'a menacée d'une arme en lui déclarant « Pourquoi je tirerai pas ?» Cette image la hante, d'autant que son père a ensuite tué sa mère à coups de poing alors qu'elle avait 11 ans. Sa mère s'était elle-même convertie, portant le voile devant sa fille encore enfant, et était parfaitement soumise à son futur assassin, le père. Or, Emna répète la situation maternelle. Elle s'est convertie et soumise à son mari Adel, un homme violent qui l'a poussée à aller en Syrie et peut-être incité au kamikaze. Son inconscient a condensé la propagande djihadiste, à savoir les images d'enfants syriens maltraités et de femmes tuées, donc a condensé ces images avec ses propres souvenirs d'enfance violents, d'où ces cauchemars où elle se fait exploser. Il est évident qu'un passage à l'acte reste possible à sa sortie de prison et qu'elle forme un couple fatal avec Adel, la violence ayant tendance à flamber dès qu'ils sont réunis. On découvre sur ces exemples, et j'en ai exposé d'autres dans mon livre, comment des images imposées dans l'enfance, des souvenirs écrans, des rêves ou encore certains traumas sont déterminants dans l'orientation des futurs terroristes. Nous croyons en effet à nos souvenirs visuels, à ces images archaïques qui nous restent en mémoire ou qui nous reviennent à certains moments. Nous y croyons comme à des hallucinations. Et lorsque ces images intérieures se connectent aux images extérieures de la propagande par l'intermédiaire d'un point d'accroche, l'endoctrineur de David, le mari d'Emna, il s'opère un transfert de conviction. Nous nous mettons à croire aux images de la propagande extérieure comme nous avons cru et croyons toujours à celles de notre passé. La conviction attachée à ces souvenirs visuels anciens se glisse dans les images de la propagande qui devient alors inconditionnellement vraie. Freud nommait tableau inconscient, Unbewussten Szenen, ces souvenirs visuels essentiels au processus de figuration dans le rêve, car responsables du fait qu'on rêve en images et qu'on croit aux images de nos rêves. Il est donc particulièrement intéressant d'articuler la place de ces images inconscientes à la présence croissante des images et des nouveaux médias dans la fabrication des djihadistes du XXIe siècle. Ces images peuvent être qualifiées de destinales au sens où Freud a parlé d'une compulsion de destin, soit d'une articulation entre le hasard et l'inconscient, qui donne à notre vie ce côté tramé qui nous angoisse parfois. En effet, la compulsion de destin est un autre nom de la compulsion de répétition qui nous amène à répéter sous des formes nouvelles ce que nous voudrions précisément éviter de notre passé. Freud a ainsi décrit l'orientation démoniaque, je le cite, de certaines vies, dont le cours apparaît comme la trame d'un destin, dit-il, préparé par le sujet lui-même et délimité par des influences de la petite enfance. Il évoquait aussi, à propos du fantasme « un enfant est battu », la manière dont certains humains procurent sa réalisation à la situation fantasmée pour leur plus grand malheur. Ces mots, préparer, procurer sa réalisation, insistent sur leur choix, leur décision et leur responsabilité. On est loin d'une passivité fataliste liée à un destin subi, mais plutôt face à une activité créatrice, souvent pour le pire.
J'ai repensé à ces passages freudiens en lisant les autobiographies déchiffrées dans mon livre. L'important est d'en tirer les conséquences pour le suivi et la prévention des djihadistes. Même si, comme cela a été commenté hier, il s'est imposé, je trouve impropre le mot de radicalisation, qui fait croire au processus passif, sectaire, qu'on retrouve souvent dans la bouche des djihadistes et qui évoque une surimpression de la propagande sur une nature vierge initiale qu'il s'agirait de retrouver en déradicalisant, soit en enlevant cette mauvaise couche supplémentaire. En fait, il faut, au-delà du moment contingent de l'entrée dans le djihadisme, revenir à l'événement intime qui a permis à l'interpellation par l'endoctrinement d'être efficace. Pour permettre à quelqu'un de retrouver en lui-même ce point d'accroche intime enfoui qu'il méconnaît, alors même qu'il peut l'énoncer en passant ou l'écrire dans son autobiographie, je ne vois pas d'autre moyen qu'une psychothérapie analytique individuelle assez suivie. C'est seulement en revenant à cet événement intime et en mesurant sa force de conviction, transférée ensuite sur la propagande, qu'un autre choix lui sera éventuellement possible. On objectera que cette démarche ne peut être que volontaire, et c'est vrai. Mais là encore, on peut essayer d'y intéresser les personnes en cause et d'obtenir leur consentement, à condition bien sûr de ne pas présenter cette démarche comme utilitariste pour la société, mais comme une offre pour les aider à voir où ils en sont. Si les djihadistes que j'ai rencontrés, comme d'ailleurs d'autres personnes inculpées de délits graves ou de crimes, étaient réticents, surtout avant leur procès, à parler des faits ou de leurs aspirations futures, et répétaient la leçon toute faite qui les présentait comme étant passés à autre chose, ils étaient au contraire en demande de parler de leur passé, de leur famille et des événements et souvenirs de leur enfance. Au fil de la parole, les réticences disparaissent, l'intérêt gagne, et au passage, on peut repérer ces événements intimes et ils peuvent s'y reconnecter pour continuer ce travail réflexif. Je vous remercie.